Bonjour à tous. Merci de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Donc, je m'appelle Rim Chalgoumi et je suis étudiante en thèse au Centre des Cordeliers. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon projet de thèse qui consiste à étudier la physiopathologie gingivale associée au syndrome Hémaïrin. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome Hémaïrin? C'est une maladie génétique rare causée par des mutations de 20A autosomiques récessives et qui peuvent entraîner des pertes de fonction. Donc, les patients atteints du syndrome Hémaïrin ont des manifestations bucco-dentaires. Donc, ces patients présentent des amélogénèses imparfaites, un retard ou des défauts d'éruption, ainsi qu'une fibromatose gingivale. Associée à ces manifestations bucco-dentaires, il y a également des calcifications qui ont été notées, donc un dépôt inapproprié de calcium et de phosphate, et on les retrouve au niveau gingival, au niveau pulpaire et également au niveau pulmonaire et rénal. Donc, la protéine FIMV20A fait partie d'une petite famille de protéines avec des similarités de séquence. Nous avons dans cette famille FIMV20B, qui est une glycosaminoglycane xylosylkinase et qui est impliquée dans la formation des protéoglycanes. Nous avons la protéine FIMV20A, qui est une autre protéine d'intérêt, donc, et qui est une pseudokinase de la voie de sécrétion associée au Golgi. Et la protéine FIMV20C, qui est une caséine kinase du Golgi. Donc, la protéine FIMV20A et FIMV20C travaillent en binôme et in vitro, elle pourrait potentialiser l'effet de FIMV20C, donc ça pourrait être son activateur allostérique in vitro. Donc, FIMV20C, dans la littérature, a été déjà étudié comme ayant un rôle dans la biominéralisation, comme ayant aussi un rôle dans la physiopathologie cardiaque, mais le rôle de FIMV20A reste encore à définir actuellement. Et c'est ce que notre équipe a cherché à faire en regardant les fonctions cellulaires de FIMV20A. On se pose cette question. Donc, pour pouvoir regarder le rôle de FIMV20A dans la fibromatose gingivale, dans un premier temps, donc nous avons établi une culture primaire de fibroblastes gingivaux ERS et de fibroblastes contrôle que nous avons mis en culture dans un milieu standard et nous avons récupéré le sécrétome des cellules mutantes et contrôle que nous avons ensuite analysé par spectrométrie de masse et il en a résulté qu'il y avait plus d'une trentaine de protéines dérégulées, plus précisément 26 protéines sous-exprimées et 14 protéines surexprimées. Plus précisément, voici un volcanoplot qui montre... petit spoil. Donc, qui montre les différentes protéines dérégulées. Et l'information importante ici, c'est qu'on avait le TGF-bêta 2 qui a été augmenté jusqu'à 6 fois chez les patients ERS. Et parmi ces protéines, il en a résulté un interactome qui était centré autour de l'organisation de la matrice extracellulaire et qui était TGF-bêta dépendant. Donc nous avions les collagènes qui étaient surexprimés, le MMP2 également impliqué dans la matrice extracellulaire qui était surexprimé. Et ici en rouge, nous avions la ténacine qui est un inhibiteur de la fibrose et qui était pour le coup sous-exprimé. Donc, nous avons quand même vérifié in vivo sur des coupes de fibroblastes de patients que les protéines que je vous ai présentées précédemment étaient bien surexprimées. Et à titre d'exemple, le collagène 6, chez ce patient ERS, on avait une augmentation de ce collagène ainsi qu'un collagène fortement désorganisé, contrairement à un sujet sain. Donc, on sait que la voie TGF-bêta est le facteur majeur de la fibrose qui entraîne des fibroses. Et nous avons cherché à voir si le TGF-bêta, en stimulant les fibroblastes de patients ERS et contrôle, pouvait favoriser le processus fibrotique. Donc, nous les avons stimulés pendant 6 heures et nous avons récupéré différents matériaux afin d'effectuer des immunofluorescences, des QPCR ainsi que des Western blot. Donc, le TGF-bêta, on sait qu'il passe par le complexe phosphosmate-3, phosphosmate-2, puis qui va être transbloqué au niveau du noyau et entraîner la transcription de gènes profibrotiques. Et nous avons vérifié les différentes étapes. Donc, dans un premier temps, nous avons effectué une immunofluorescence de fibroblastes de patients et de contrôle. Et nous avons vu que sans TGF-bêta, nous avions une localisation nucléaire du phosphosmate 3 chez les patients ERS,
par rapport au contrôle où on ne voit pas cette localisation. Puis en stimulant au TGF-bêta, donc bien sûr nous avons le phosphosmat-3 qui est localisé au niveau nucléaire chez les contrôles, mais encore plus chez les patients ERS. Nous avons également quantifié le phosphosmat-3 par Western blot et nous voyons en bleu, donc sans TGF-bêta, que les patients ERS, indépendamment de la mutation, avaient une augmentation de phosphosmat-3. Et avec le TGF-bêta également, donc en rouge, nous avions eu cette augmentation de phosphosmat-3 chez les patients ERS, indépendamment de la mutation, par rapport à des sujets contrôle. Nous avons également vérifié donc, les différents gènes profibrotiques que nous avons pu observer également augmenter dans l'interactome que je vous ai présenté précédemment. Donc nous voyons que les collagènes étaient augmentés sans TGF-bêta chez les patients ERS et que le TGF-bêta 2 également et le MMP2 sans TGF-bêta en bleu étaient augmentés chez les patients ERS. Avec TGF-bêta, nous avions le collagène 8, le TGF-bêta 2 et la MMP2 qui étaient augmentés significativement chez les patients ERS. Donc il y aurait une activation aberrante et continue du TGF-bêta qui pourrait contribuer au phénotype gingival ERS. Mis à part donc, une fibromatose gingivale, ces patients présentent également des calcifications au niveau de la partie gingivale. Donc, nous avons voulu voir le lien entre FIMP20A et les calcifications. Donc, nous avons mis en culture les fibroblastes ERS et contrôle dans un milieu standard, dans un milieu minéralisant. Et ce que nous observons, c'est que dans un milieu minéralisant, les fibroblastes de patients avaient tendance à plus calcifier que des fibroblastes contrôle. Et ces calcifications étaient précédées par une augmentation de gènes ostéogéniques chez les patients ERS, comme par exemple RENIX2 ou bien encore la phosphatase alcanine que je ne vous ai pas présentée ici. Donc le dysfonctionnement de FIMP20A favoriserait des calcifications dans des conditions minéralisantes et faciliterait la transdifférenciation des fibroblastes ERS en cellules qui présenteraient des caractères ostéoblastiques. Donc, mis à part donc, un phénotype gingival, donc, comme je vous ai présenté, il y a également des néphrocalcinoses qui sont de cause inconnue. Et nous avons voulu voir si FIMP20A était exprimé, où est-ce que FIMP20A était exprimé dans les différents segments des néphrons. Et nous voyons que là où il est le plus exprimé, c'est au niveau du tube contourné proximal. Donc nous avons cherché à trouver un modèle le plus proche de ces segments et nous avons trouvé les HK2, qui sont des cellules épithéliales humaines du tubule contourné proximal. Et nous voyons grâce à cette immunofluorescence qu'elles expriment bien FIMP20A et FIMP20C. Ensuite, nous avons voulu voir leur potentiel minéralisant. Et de la même manière que les fibroblastes gingivaux et que nous les avons mis dans un milieu, en culture dans un milieu standard et dans un milieu minéralisant, et nous avons vu qu'elles étaient capables de minéraliser dans un de calcifier dans un milieu minéralisant. Donc, nous avons établi un modèle pour pouvoir étudier la néphrocalcinose chez les patients atteints de porteurs de ces mutations. En perspective, je continuerai à déchiffrer les voies moléculaires impliquées en aval de FIMP20A pour les cellules HK2. Et également, je continuerai pour les fibroblastes gingivaux et élucider la fonction de FIMP20A in vivo. Merci de votre attention. Donc, ce travail a été fait dans l'équipe d'Ariane Berdal, dans le groupe Maladies rares. Et nous collaborons avec le Centre de référence des maladies rares. Et ce projet a été financé par la filière TTQ, que nous remercions aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, j'y vais. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour notre oratrice? Alors moi, j'en ai assez peu. Étant parfaitement ignorant en la matière, j'en ai assez peu. Vous parlez des perspectives, effectivement, d'exploration. Est-ce qu'il y a, ne serait-ce que même très lointaine, des perspectives thérapeutiques, enfin, même si c'est vraiment juste une ébauche d'idées? Alors, au niveau au niveau gingival, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a la chirurgie, pour pouvoir, un peu esthétiquement être plus présentable, voilà. Et puis au niveau rénal, malheureusement, c'est une maladie qui évolue lentement, donc on a le temps d'agir, mais à terme, la dialyse.
Voilà. Oui, ce qui existe déjà, mais disons que Voilà. c'est vrai que après la compréhension précise des mécanismes fait qu'on peut espérer peut-être avoir quelque chose pour traiter en amont. Pas de questions dans le public particulièrement. Je regarde si on est en ligne peut-être. Je n'ai pas l'impression non plus. Bon, en tout cas, si on a secondairement, effectivement, n'hésitez pas à contacter nos... Oui, une question, mais si. Je profite parce que j'aime bien le sujet. Mais vous travaillez du coup beaucoup avec des fibroblastes que vous récupérez chez des patients. Et du coup, je suppose que vous avez un groupe contrôle, donc des patients sains, peut-être des dents sagesse, des choses comme ça, vous prélevez des fibroblastes. Et en termes des patients femmes 20A, vous avez quoi comme population des cellules Des patients relativement jeunes. Donc, voilà. En nombre, vous avez... 16 patients. 7 patients. Donc, oui, vos groupes contrôle, c'est... Nos groupes contrôle, j'en ai environ... Enfin, vous voulez un nombre, c'est ça? À peu près, oui, juste pour savoir... On en a environ une dizaine. Et en patients, 16. 16, ok. Oui. Ouais, ok. Et pour les... C'est une question même naïve peut-être, mais pour les cellules HK2, oui. Et ça, c'est une lignée, oui. C'est une lignée des cellules, une lignée référentielle. C'est une lignée de cellules, oui. Oui. Est-ce que c'est possible d'obtenir des cellules des patients pour ça? Non, je ne pense pas, parce que pour pouvoir faire une biopsie du rein, je ne pense pas que tout le monde accepte. Oui, c'est pour ça que c'est assez naïf ma question, mais ok. Voilà, non, je ne pense pas que ce soit possible. Ok. Voilà. Okay. Merci. Si je puis me permettre, cette histoire de femmes 20 et de patients, on a une vingtaine de familles que suit Muriel, qu'on suit depuis une vingtaine d'années en fait. Et je pense qu'avec le réseau Aura, on a fait des papiers avec Agnès, etc. Typiquement, là, on voudrait faire un suivi longitudinal de ces patients. Donc, je pense que dans le cadre purement Aura, il serait intéressant un jour qu'on fasse vraiment une approche systématique, parce que les premiers résultats qu'on a, effectivement, changent les approches chirurgicales. Donc, ça serait très bien d'utiliser cette maladie comme modèle. Et puis, M. Milan nous donnerait conseil sur les techniques aussi de chimie et tous les travaux que font Renata et Olivier. Voilà. Donc, ce serait sympa, voilà, de discuter et de faire un consensus. Muriel. Est-ce que vous avez étudié la nature même du cristal Non. Savoir dans le rein ou dans le fibroblaste, est-ce qu'on sait ce que c'est comme minéralisation? Comme type de calcification? Oui. Non, je ne me suis pas penchée là-dessus. Et dans la littérature? Ça a été publié, on a fait la diffraction, et donc c'est de l'apatite. De l'apatite, en fonction de la taille, ça a été publié donc en 2020. Dans les reins, non. Alors, dans le rein, on laisse le rein aux gens.